L'Alchimiste, j'avoue que c'est un des plus grands best-sellers que l'histoire littéraire a connu. Bien vrai que c'est une œuvre qui est sortie en 1988, jusqu'à présent, elle fait l'actualité. Elle fait toujours des meilleures ventes en chaque année. Quand on fait les meilleures ventes des librairies, c'est une œuvre qui est toujours citée. Je veux dire que c'est une œuvre qui n'a cessé de faire sa vie de génération en génération. Et ce qui fait son succès pour moi, il découle que, en dehors du conte poétique et philosophique qu'il est, il retrace notre vie d'une manière inopinée. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bienvenue à votre émission Lire et écrire. Aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir de parler d'une œuvre littéraire, un chef-d'œuvre. On en parlera avec M. Khalilou Dramé Passy. M. Passy, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Très honoré d'être votre invité. Apparemment, ce qui est votre première émission, votre premier numéro. C'est un réel plaisir pour moi de le faire avec vous. Khalilou Dramé, je parle de l'Alchimiste. Ce livre a fait un tollé dans le monde. C'est dû à quoi exactement? L'Alchimiste, j'avoue que c'est un des plus grands best-sellers que l'histoire littéraire a connu. Bien vrai que c'est une œuvre qui est sortie en 1988, jusqu'à présent, elle fait l'actualité. Elle fait toujours des meilleures ventes en chaque année. Quand on fait les meilleures ventes des librairies, c'est une œuvre qui est toujours citée. Je veux dire que c'est une œuvre qui n'a cessé de faire sa vie de génération en génération. Et ce qui fait son succès pour moi, il découle que, en dehors du conte poétique et philosophique qu'il est, il retrace notre vie d'une manière inopinée. Quand je dis d'une manière inopinée, c'est-à-dire que Coelho, quand tu le lis, tu penses qu'il s'adresse directement à toi, que c'est ta vie qui est en train de retracer. Tu as l'impression de lire ton propre histoire. Ce livre a été traduit dans plus de 27 langues. L'Alchimiste, c'est une histoire d'un berger andalou, une histoire vécue entre le sud de l'Europe et le nord de l'Afrique. Mais cette histoire, comment cette histoire a pu toucher le monde entier? Comment pourra-t-elle toucher les autres continents? Et justement, parce que cette histoire, elle concerne à la fois le monde occidental et le monde oriental. Santiago, son héros, l'héros de Paulo Coelho, il est un berger andalou. Et quand on parle de l'Andalousie, nous pensons que c'était une contrée, autrefois, conquise par les Arabes. Et donc il y a cette proximité entre les deux cultures, andalou et plus tard égyptienne. Parce que Santiago, il est appelé à faire un très long voyage qui le mènerait aux pyramides d'Égypte. Je pense que le lecteur occidental, comme celui qui se sent d'une autre culture, c'est-à-dire orientale ou islamique, se retrouve dans ses écrits. Je pense que c'est ce qui fait surtout le succès de cette œuvre de Paulo Coelho. Parlons des péripéties. Traverser l'Andalousie pour arriver en Égypte, mais ce ne fut pas facile pour lui. Il allait rencontrer beaucoup de problèmes en route. Le chemin fut long et très dur. Alors, pourquoi ne s'est-il pas résigné à dire que je vais retourner à la terre de mes ancêtres? C'est le parcours du combattant, le parcours du guerrier de la lumière, pour reprendre un autre titre de Paulo Coelho. Parce qu'en réalité, il a été appris à Coelho ce qu'on appelle la chance du débutant. Que toute quête commence par la chance du débutant, mais se termine par l'envie du conquérant à vouloir réussir sa mission. Exactement, c'est ce qui explique toute
ces voies tumultueuses que notre héros, encore une fois Santiago, a connues. Santiago, il a vendu ses brebis pour pouvoir avoir le ticket qui lui permet de quitter l'Andalousie pour se retrouver en Égypte. Monsieur Dramé, le voyage quittant l'Andalousie et arrivé en Égypte aux pyramides, ce fut un voyage très mouvementé. Justement, ce voyage ne pouvait qu'être mouvementé pour quelqu'un qui est en quête de sa légende personnelle. Quand je parle de légende personnelle, je reprends l'auteur lui-même, Paulo Coelho, parce qu'il dit que tout homme, dès ta naissance, tu connais à quoi tu es prédestiné dans cette vie. Mais c'est plus tard que d'autres influences font que tu quittes cette légende pour te retrouver dans autre chose. Mais Santiago, c'est quelqu'un qui a cru à sa propre légende. C'est pourquoi il a eu un voyage mouvementé. Parce que son voyage commence en Égypte, dans une terre étrangère, avec une langue étrangère et une culture qu'il n'a jamais connue. Il se trouve un guide dans un port, mais malheureusement, ce guide lui a volé tout son argent. Et du coup, il se retrouve vraiment sans argent, sans nourriture, sans eau. Alors, il passe la nuit à la Belle Étoile. À son réveil, comme il était dans un marché, il a aidé un marchand à monter sa baraque. Après qu'ils ont fini de monter la baraque, le marchand lui a offert quelques sucreries et il a pris son petit déjeuner avec ses sucreries. Mais une pensée lui est venue. Il s'est dit que moi, Santiago, qui ne parle pas arabe, comment se fait-il que j'ai pu réussir à travailler avec ce marchand qui ne parle qu'arabe? Alors donc, il y a un autre langage qui est au-delà des mots. C'est le langage de l'enthousiasme, le langage de l'amour. C'est ce qui leur a poussé à pouvoir monter cette baraque. Et il a lié amitié avec, par opportunisme, il faut l'avouer, pour pouvoir monter à chaque fois la baraque du vendeur, de ce marchand, pour pouvoir avoir ses sucreries tous les matins. Mais ça ne se limite pas à ça. Ce voyage lui a permis de faire la rencontre d'un vendeur de cristaux. Et ce vendeur, il était apparemment très découragé vu que son commerce périclitait. Il était en haut de montagne et personne n'accédait à ça. Et pour lui, c'est mort. Ouais. Une fois que Santiago est venu visiter son magasin, il lui a conseillé d'être son partenaire, de commencer à commercialiser les cristaux. Mais pour cela, la première chose à faire, c'est que ces cristaux ne donnent pas envie d'être achetés parce qu'ils sont sales. Donne-moi le temps de pouvoir les nettoyer, ensuite nous les exposons. De leur donner une seconde vie. Une seconde vie, exactement. Et cette seconde vie qui va créer même la vie même du vendeur de cristaux si vous voulez, qui plus tard, tous ses rêves commençaient à être réalisés. Et il a dit à Santiago, je ne vais pas vous lâcher parce que vous êtes une bénédiction pour moi. Vous êtes venu alors que personne n'achetait ici. Et depuis que vous êtes là, mes affaires fleurissent. Ce vendeur voulait faire un pèlerinage à la Mecque. Apparemment, il allait... Il a dit c'est ce qui le maintenait en vie, lui. Ce rêve qu'il avait d'aller à la Mecque, c'est ce qui le maintenait en vie. Il s'est imaginé 10 000 fois, des millions de fois, comment il allait faire la tour autour de la Kaaba, les gens qu'il allait croiser, les marchandises avec lesquelles il allait revenir, et sont toutes de l'âge. Mais il dit à Santiago, j'avais un rêve. Mais attention, vous n'allez jamais le vivre parce que moi, ça fait des années que je cherchais, que je voulais vivre, aller à la Mecque, mais je l'ai déjà fait. Vous ne serez jamais au pied des pyramides. Mais Santiago croyait tellement en lui. Parce que, attention, il y avait l'autre, la gitane. Exactement, c'est cette part qui est importante dans le livre. Cette part d'aller voir la gitane pour qu'elle interprète ses rêves. Mais exactement, cette gitane a interprété ses rêves tout en lui disant les choses les plus simples sont les plus extraordinaires. Ton rêve est très facile à interpréter. Comme c'est un enfant qui t'a parlé des pyramides d'Égypte, j'en ai jamais entendu parler, c'est que ces pyramides existent. Va au pied des pyramides, tu trouveras tes trésors. Mais attention, si toutefois tu trouves tes trésors, tu vas monter les 10% des trésors. Santiago lui dit, si je ne les trouvais pas, il lui dit que je ne serai pas fait, mais ce ne serait pas la première fois. Dans sa tête, Santiago, oh, c'est une gitane. Les gitanes, c'est des gens très intelligents qui jouent toujours sur la tête des gens. Et cette fois-ci, il ne mourra pas. Mais la gitane a eu raison de Santiago. Et vous savez pourquoi la gitane, on va en revenir plus tard. Pourquoi la gitane a eu raison de Santiago. Dans cette même logique, il a fait une autre rencontre du roi Melchisedec. Oui, cette rencontre avec le roi de Salem, avec son nom à la prononciation un petit peu bizarre. Melchisedec. Oui, que moi j'ai toujours du mal à reprendre, c'est pourquoi je dis toujours roi de Salem. Ouais, oui. Et c'est très normal d'ailleurs.
il fait la rencontre. Tout au début, il a voulu ignorer le roi. Mais il s'est rappelé que son père lui a dit il faut toujours donner du respect et de la considération pour les vieilles personnes. Il a prêté plus attention à la vieille personne et finalement il apprend que cette vieille personne est autre qu'un roi. Et lui, un pauvre berger qui croise un roi, il le fait signifier au roi. Le roi lui dit non, vous ne savez pas, les prophètes autrefois s'accompagnaient avec les bergers. Vous avez un métier noble. Et ça c'est fort. C'est très fort pour quelqu'un qui s'est cru à un moment un tout petit peu marginalisé par la société. Mais un roi lui dit que vous êtes quelqu'un de très fort. Mais le roi ne se limite pas à là. Il va apprendre que pour fier à vous ou aux personnes qui vous entourent, il faut toujours aller chez eux. C'est ainsi qu'il lui a parlé, raconté l'histoire de ce roi qui avait reçu un pèlerin qui voulait avoir une idée de sa grandeur. Il donne à ce pèlerin une cuillère avec 2 gouttes d'huile, lui demande de faire le tour de son palais. Tout à fait. Et à son retour, il lui dira qu'est-ce qu'il a remarqué. Mais malheureusement pour le gars, il s'est plus concentré sur la cuillère qu'il n'a plus rien à voir. Le roi lui a dit que vous ne pouvez pas se fier à moi parce que vous ne savez pas de quoi je dispose. Allez-y, retournez faire le tour, tout en prêtant attention à tout ce qui est tout autour de vous. Il fait le tour, malheureusement, il oublie qu'il avait avec lui 2 qui avait le couleur qu'il va perdre. Il remet au roi, il magnifie le palais du roi. Le roi lui demande, mais où sont? Oui, la cuillère avec ces 2 groupes. Il s'est rendu compte qu'il les avait perdus. Le roi lui donne une leçon très capitale qui servira beaucoup à Santiago. Le véritable bonheur, c'est de garder ce que tu as et d'apprécier ce que les autres ont. Parce que quand tu perds ce que tu as, tu deviens malheureux. Parlons d'amour. Santiago est tombé amoureux de la fille du commerçant. Oui. Fatima. Non, Fatima n'est pas en fait la fille du commerçant. La fille, il y avait un autre riche commerçant qui aimait bien voir tondre ses brebis. Ce fut le premier coup de foudre de Santiago. Il s'imaginait qu'il allait voir cette femme et plus tard la marier. Mais cette femme n'avait pas beaucoup de respect et de considération pour un berger. D'ailleurs, une fois, elle a surpris Santiago en train de lire un livre. Elle lui dit, ah, les bergers lisaient? Oui, bien sûr que les bergers lisent. Alors, si vous savez lire, pourquoi vous n'êtes que berger? Où avez-vous appris à lire? Santiago lui a dit, comme tout le monde, à l'école. Mais il s'était senti petit, parce qu'il s'est senti rabaissé. Dans sa tête, il se disait que cette femme-là, ses aspirations sont autres que celles d'être avec un berger. Mais ce que Santiago a oublié, ou ce qui l'attend plus par son destin à lui, ce que Coelho appelle comme étant la plus grande imposture sur terre, est le destin. Parce que ça amène à Santiago dans une oasis. Et dans une oasis, il fait la rencontre de Fatima. Fatima, qui est une femme voilée, qui est une femme musulmane, qui porte le nom du prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui croit à la culture arabe, mais qui plus tard dira à Santiago, bien vrai que je suis une femme voilée, une femme du désert, mais je demeure avant tout une femme et je ressens des choses pour toi. Et ça c'est fort. Et ça c'est l'amour à l'état pur. Et Santiago lui a dit que ça fait des jours et des jours que j'étais à votre recherche. Parce que la toute première fois que je vous ai croisé ici au puits et que vous cherchiez de l'eau, vous m'avez très bien accueilli, vous avez trop bien parlé avec moi et vous m'avez donné une leçon qui m'a toujours servi. Vous m'avez dit attention de ne pas parler à toutes les femmes voilées ici. Les femmes voilées en noir, tu peux en parler, mais celles voilées d'autres couleurs, elles sont mariées, il ne faut jamais parler avec elles. Ça m'a sauvé la vie. Et Fatima, tout ça a fait de toi une part de moi. Et laquelle des parts, la meilleure des parts, je voudrais que tu sois mon part. Et Fatima lui dit que mais, il faut aller à la conquête de ton trésor. Nous les femmes du désert, nous avons cette habitude d'attendre nos hommes. Et j'aimerais moi également que j'ai mon homme à attendre, va à la conquête de ton trésor. Et ça c'est très beau. On va suivre de ce cheminement parce qu'il a fait beaucoup de rencontres. Le moine, l'anglais et ensuite l'alchimiste. Oui. Que furent ces rencontres pour le jeune Santiago, ce petit berger qui a quitté l'Andalousie, qui allait découvrir le monde à la rencontre de tous ces grands hommes? Oui, il a emprunté la même caravane que l'anglais qui était à la découverte de l'alchimiste. Parce que l'anglais a fait des kilomètres et des kilomètres pour rencontrer l'alchimiste. Pendant ce temps, la caravane qu'empruntait Santiago devait mener aux pyramides des Égyptes. Alors au cours de ces discussions,
Parce que l'anglais a été surpris de voir, il a quelqu'un avec qui s'adresser, quelqu'un qui parlait espagnol. Ça lui a facilité son trajet. Ils ont longuement discuté et au cours des discussions, il fait comprendre au berger que lui, il était à la recherche d'un alchimiste. Et que ça fait des années et des années qu'il était sur ça, qu'il a fait beaucoup d'études, qu'il a fait beaucoup d'expériences. L'alchimiste lui dit que lui, il était à la recherche de son trésor. Dis-moi, pas l'alchimiste, c'est l'autre qui lui dit qu'il était à la recherche de son trésor. Santiago. Alors, Santiago lui dit que la meilleure manière d'apprendre, c'était l'action. Lui, il dit la meilleure d'apprendre, c'était les livres. Il échange d'expérience. Il dit à Santiago, je vais prêter beaucoup plus attention maintenant sur la caravane. Santiago dit, je lirai vos livres. Ok? Quand Santiago a lu, c'est le bouquin que l'anglais lui avait prêté, l'anglais était enthousiaste à lui demander quelles étaient ses impressions. Il dit à l'anglais, tout ce que j'ai appris, c'est que le monde s'est limité à deux choses qui étaient inscrites sur la pierre d'émeraude. L'anglais fut déçu, extrêmement déçu. Il dit tout le temps que vous avez pris le livre, il n'y a que ça que vous retenez. Rendez-moi mes livres et retournez à votre caravane. Santiago reprend sa caravane, mais au cours de ce périple, il y a eu une guerre des clans. Qui s'est déclarée dans l'Oasis. Voilà. Oui. Et cette guerre va changer la quiétude qu'avaient les passagers. Parce que, simplement, l'un des clans pensait que bon nombre de passagers étaient des espions, espionnaient l'autre camp. Et Santiago a été arrêté en compagnie de l'alchimiste. Mais il célébrait que nous revenions sur comment l'alchimiste a rencontré Santiago. Parce que lui, il savait que cette caravane qui s'amenait, il y avait son disciple. Et le lecteur que nous étions, nous pensions que son disciple ne pouvait être autre que l'anglais. Ouais. C'est l'anglais qui était à sa recherche. Alors, comme dans cette même œuvre, on nous fait comprendre que quand tu veux quelque chose vraiment de ton cœur, tout l'univers conspire à ce que tu réalises ce désir. On se dit donc, l'anglais c'est tout donné pour pouvoir rencontrer l'alchimiste. Donc, il ne pouvait qu'être l'anglais. Le disciple qu'attendait l'alchimiste. Alors, l'anglais va rencontrer l'alchimiste, bien évidemment. Mais quand il rencontre l'alchimiste, il doit expliquer tout son parcours. L'alchimiste lui dit un seul mot, va essayer. Il se dit tout ce trajet pour m'entendre dire ce que je savais déjà, va essayer. Mais l'alchimiste a été aussi très pédagogue. En lui disant va essayer, il va donner un fourneau, un métal. Et lui va essayer de transformer ce métal en or. Quand tu le réussiras, tu aurais fait le plus gros du travail. Quand il retrouve Santiago, il dit que oui, j'ai croisé l'alchimiste. Tout ce qu'il m'a dit, va essayer. Quand il va essayer. Mais cette même caravane, tout autour de cette caravane, l'anglais va croiser. Non, tu ne parles pas l'anglais, Santiago va croiser l'alchimiste. Et quand il va croiser l'alchimiste, ça devient une autre étape maintenant de son voyage. Parce que maintenant, lui qui n'a jamais souhaité être alchimiste, était obligé de l'être, parce que sans cette étape de sa vie, il n'irait jamais au pied des pyramides. Parce que c'était le prix la condition sine qua non. La condition sine qua non, si vous voulez, le prix à payer pour accéder à ça. Alors, il fut arrêté en compagnie de l'alchimiste. Par l'autre camp, il est taxé d'espion. Et quand ils ont été arrêtés, l'alchimiste a été très honnête avec leur bourreau. Il leur dit que moi je suis un alchimiste, lui est à la quête de son trésor. Moi je peux transformer un plomb en or, lui il peut se transformer en vent. Les gens disent que c'était encore des rêveurs qui voulaient vraiment les désorienter. Ils les fouillèrent, ils découvrent que l'alchimiste avait par devers de lui de l'or. Il sort tout l'or qu'il avait, il le remet ça.
Et ces gens lui disent que nous allons parler au roi, que vous êtes avec quelqu'un qui pourrait se transformer en vent. Là, on va vous garder ici, mais demain, on rendrait compte au roi. Et quand il reste seul, l'alchimiste et Santiago lui dit, pourquoi vous lui avez parlé ainsi? Il dit que les gens, généralement, ne croient pas à ce qui est simple. Et c'est la triste vérité. Mais tout l'or que tu leur as donné, ne sait pas toujours que l'argent souffre une vie. On est encore en vie. Le lendemain, Santiago fut présenté au général. On présente Santiago comme étant quelqu'un qui pourrait faire des miracles. Et parmi ces miracles, il pouvait se transformer en vent. Le roi lui dit que je te regarde faire parce que moi je suis un homme du désert. Et nous les hommes du désert, nous croyons aux légendes et au passé. Il y a longtemps, très longtemps. Et là, il parle d'une histoire religieuse. Parce qu'il lui parle de Youssef. Youssouf pour nous, les musulmans que nous sommes. Et il a été vendu comme esclave par ses propres frères, oui, à un roi. Mais lui, il a fait un rêve et ce rêve finira par sauver l'Égypte. Donc eux, ils croient toujours à ce qu'il y ait le contraire de tout ça. Ok? Alors, on dit à Santiago, non, le roi il dit à Santiago, le général, nos armes ne sortent jamais. Mais ce soir, nous les sortirons. Nous les sortirons parce que nous avons dit que le camp ennemi voudrait venir nous attaquer. Donc nous les attendons de pied ferme. Mais nos armes sont capricieuses. Si nos armes sortent, alors qu'elles ne sont pas utilisées, ça peut nous porter préjudice. Donc si elles sortent demain, il y a deux solutions. Elles vont servir contre nos ennemis, à défaut contre vous. Santiago s'est senti un petit peu peur. L'alchimiste l'a rassuré. Et le lendemain, Santiago réussit cette prouesse de se transformer en vent. Et en se transformant en vent, il y a eu des soldats qui eurent peur et ont demandé au général d'arrêter ça. Mais le général a resté digne à demander à ce que Santiago continue cette prouesse qu'il était en train de réaliser. Après avoir réalisé ça, le roi lui dit que vous avez tenu parole, les ennemis ont été là, nous les avons tous tués, il ne reste qu'un seul. Je dois vous demander pourquoi vous avez voulu violer les traités qui nous lient, que vous ne deviez pas nous attaquer. Il répondit qu'ils avaient faim, qu'ils n'avaient plus rien à boire, il fallait qu'ils s'attaquent à vous. C'est ainsi que Santiago fit conseiller maintenant de l'Oasis. Mais il a voulu rester, pour rester conseiller de l'Oasis. Fatima lui a dit non, si vous restez là, vous n'allez jamais suivre votre trésor. Et plus tard, vous serez destitué, vous perdrez ce titre de conseiller. Vous êtes venu pour un trésor, pour suivre votre chemin. Top. Alors, M. Dramé, ce livre est truffé de citations, de proverbes, comme les Africains les aiment. Effectivement. C'est le leitmotiv même du livre. C'est ce qui fait son charme en fait. Parce que vous voyez très souvent de grandes personnalités, que ce soit politiques, culturelles, sportives, aiment bien reprendre les citations de Coelho. C'est-à-dire ce sont de fortes citations qui vous parlent et aussi qui peuvent vraiment faciliter la thèse ou la démonstration de bien des choses. C'est en cela que ces citations sont intéressantes. Moi, j'en use beaucoup, j'avoue. J'avoue que je suis un fan de ces citations. Vous en citez une ou deux citations. Oui, quand il dit que toute bénédiction refusée se transforme en malédiction. Et moi, ça me renvoie à un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui disait que l'honneur ne se refuse pas. C'est pourquoi à chaque fois que je suis quelque part, quand on me tend une chose, je la prends. Donc je ne refuse jamais à chaque fois qu'on m'offre quelque chose. Une deuxième. Une deuxième, je dirais que bon, y en a beaucoup qui me passent à la tête, mais il dit que si une chose vous arrive une fois, et qu'elle arrive une seconde fois. Oui, cela ne peut pas vous arriver. Ça va arriver une seconde fois, forcément il y arrivera une troisième fois. Et on a tendance à se dire, nous, jamais 203. Effectivement. Et ça l'est arrivé à Santiago, à la quête de son trésor. Par deux fois, il va perdre sa richesse. La première fois, c'était avec son guide, Popo. La deuxième fois, c'était les brigands au pied des pyramides. Et la troisième fois, c'est quand ils étaient avec l'autre camp qu'il est taxé d'espion. Voilà. Okay. Merci. Maintenant, cette œuvre, M. Dramé, a reçu de nombreuses critiques.
Et aussi, certains ont dit que cette œuvre a été Pape Coelho a plagié. C'est ce plagiat-là. Vous en dites quoi exactement? Oui, avant même de venir sur le plagiat, j'aimerais être d'accord avec tous ceux qui ont critiqué Coelho. Parce que Coelho, L'Alchimiste est un succès libraire. Généralement, les succès libraires sont des romans accessibles à tout le monde. Et quand quelque chose est accessible à tout le monde, bien évidemment, ça fait tache d'huile. C'est ce qui explique son succès. Parce qu'il n'y a pas de tournure grammaticale universitaire ou d'un autre niveau. Exactement, chacun peut lire ce livre. C'est vraiment un style très simple. Très limpide, très limpide. Très limpide, facile à lire. C'est un bouquin qui se lit, qui peut être lu en 48 heures. Maximum, je dis, maximum. Mais si vous êtes habitué à la lecture, en une journée, vous lisez le livre. Ok. Mais ce succès, il faut aussi dire que Coelho, il écrit en une langue très peu parlée au monde, le portugais. Mais il est tellement traduit au monde qu'il peut être lu de partout. C'est en cela qu'il a une belle plume. Parce qu'il n'avait pas cette belle plume, il ne serait pas un site libraire, il ne serait pas aussi traduit. Maintenant, quand on parle de cette histoire de plagiat, que c'est un conte qu'il aurait pris sur les 1001 nuits, moi je dis que 1001 nuits, c'est un recueil de contes. Mais les auteurs sont inconnus. C'est ce qui fait même le charme de 1001 nuits. On ne connaît pas les auteurs de ces contes. Maintenant, si Coelho a réussi de s'inspirer d'un conte ancien, de réactualiser et que ça fasse tache d'huile, moi je ne peux que m'en féliciter. Je ne peux pas dire que Coelho a plagié, je dis que Coelho s'est inspiré de cette œuvre. Mais Coelho, c'est quelqu'un qui est très proche de la culture arabe, de par ses écrits. D'ailleurs, deux de ses bouquins portent des titres arabes. Il y a le Zahir, il y a Maktoub. C'est carrément des termes arabes. Et certains de ces romans, quand il lit, tu vois, qui se réfèrent au monde oriental, au monde arabe. Donc, quand il a certainement cette œuvre entre ses mains, les 1001 nuits, il s'est inspiré de cette histoire, mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui a plagié l'œuvre d'autrui. Non, plagier quelqu'un, c'est lui prendre toutes ses idées. Mais à partir de ton propre idée, vous, en tant que présentateur de l'émission, je peux développer autre chose. Et là, on ne pourrait pas me taxer de plagiste. Ok, M. Dramé, nous sommes à la fin de l'émission. Quelle conclusion générale faites de cette œuvre de Coelho par rapport à sa dimension internationale, à ce chef-d'œuvre? Comment les gens l'ont accueilli dans le monde? Ok. Oui, comme je disais à l'entame de l'émission, chaque fois qu'on fasse le hit parade des œuvres les plus achetées en librairie, Coelho, pas Coelho, en tout cas L'Alchimiste, est toujours dans le top 10. C'est extraordinaire pour une œuvre qui a été éditée en 1988. Ce qui explique que cette œuvre soit toujours d'actualité. Je pense que c'est par la richesse du contenu et l'histoire qui a été dans cette œuvre. Parce que comme je vous ai dit, ça parle à tout le monde. Il suffit de le lire. Il suffit de lire L'Alchimiste pour que vous soyez vraiment un fanat de Coelho. Vous êtes curieux à vouloir lire ses autres œuvres. Parce que L'Alchimiste, plus qu'un chef d'œuvre, je pense que pour le musulman que je suis, c'est, comme on dit, pour moi, ça m'a facilité à mieux comprendre beaucoup de passages du Coran. J'ai compris que la foi, en réalité, elle est plus dans l'action que dans la prière. Il y a d'autres formes de prière beaucoup plus importantes. Ça veut dire que tout n'est qu'une seule chose, tout est écrit par une seule main, il me renvoie à Dieu, à Allah. Et je vois Allah à travers mes actions quotidiennes. Je trouve la prière pour moi aujourd'hui comme étant juste une manière de magnifier la grandeur d'Allah. Je vois Allah autrement. Et c'est grâce à ces livres. Il y a deux bouquins qui m'ont marqué dans ma vie, moi. C'est L'Alchimiste de Coelho, c'est L'Homme inconnu dans les 6 carrés. Et certainement un jour, il fera l'objet d'une émission. J'en serai très heureux. Et pour terminer, parlons de l'homme même Paulo Coelho. Parce que, voilà, cet homme fut un baroudeur. Oui, mais Coelho... Il fut manager, il fut... Coelho, c'est quelqu'un de sa génération. C'était un hippie. Voilà, exactement. Qui a voulu être anticonformiste. Voilà. Qui n'a jamais respecté les règles établies par la société. Il a voulu se démarquer simplement parce qu'il a voulu être lui-même. Il n'a jamais voulu subir d'autres influences. Et ça lui a coûté cher. Parce que ses parents l'ont pris pour quelqu'un qui mentalement n'était pas équilibré. Et il a séjourné dans un hôpital psychiatrique. C'est ce qui a inspiré son œuvre. Véronica décide de mourir.
ça rencontre la vie hein, dans les hôpitaux psychiatriques, tu vois. Donc lui, il a été, comme tu l'as si bien dit, un auteur pour le plus grand recueil brésilien des années que j'ai oublié son nom. Il écrivait des textes, ça l'a fait beaucoup d'argent. Ça l'a permis de rencontrer les tenants des disquaires comme CBS et Warner Bros. Pour ces trois auteurs. C'est là-bas même qu'il a connu sa première femme. Avant qu'il va plus tard connaître la deuxième, c'est avec qui elle est, qui est une artiste peintre. Coelho également, il est dans l'académie brésilienne. Et quand il a fallu que le Brésil décroche la Coupe du Monde de 2014, il fut parmi les parrains, parce que c'est un des Brésiliens les plus connus au monde. Exactement. Donc c'est quelqu'un d'une certaine sommité mondiale, très connu, mais aussi, comme tout homme, qui a sa façon de voir, qui est très différente des normes, mais ça reste l'artiste. Ouais, ce qui fait le charme de l'artiste, c'est de sortir de l'ordinaire. Très bien. Et te faire rêver autrement. C'est à la fois l'intuition et l'inspiration qui fait l'artiste. Merci Michel Dramé. C'est à moi de vous dire merci. Ce fut un plaisir de vous rencontrer et de parler de cette œuvre. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir de vous parler de M. Paulo Coelho à travers notre invité Michel Khalilou Dramé. Merci, bonne soirée et à la prochaine. Merci.